Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc bonjour Christophe. Bonjour. Je te remercie de m'accorder ton temps aujourd'hui pour nous parler de ton expérience de papa, puisque tu as eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps. Avec plaisir. Achille, c'est ça ? Il s'appelle Achille, ouais, il est né le 15 octobre dernier, ça fait donc quasiment 5 mois. 5 mois, ok. Dans cet épisode, je voulais t'as accepté de partager ton témoignage en tant que papa dans l'accompagnement que tu as reçu, et notamment la préparation à la naissance de ce petit garçon. Est-ce que tu es d'accord pour partager avec nous comment toi tu as vécu ça, ton parcours ? Est-ce que tu t'es senti préparé en tant que père le jour de la naissance ? Est-ce que tu étais prêt ? Comment tu as vécu cette naissance ? Eh bien, c'est un gros bloc. Pour revenir aux prémices de la naissance d'Achille, il y a eu un projet qui était commun, mais qui était dont j'étais plutôt à l'initiative moi. Parce que j'ai 40 ans, ma compagne en a 32, et je me disais, bon, si jamais j'ai envie d'emmener mon petit crapahuté dans la montagne quand il aura 18 ans, il faudra que j'ai pas les genoux qui craquent trop à ce moment-là. Puis on a discuté, de toute façon le projet commun était assez clair, tout va bien entre nous, on s'est lancé, et sont suivis ces 9 mois de grossesse. Mais ces 9 mois de grossesse, ils sont différents pour une femme et pour un homme. Les hommes dont on parle peu. Alors, les hommes dont on parle peu. Les hommes qui sont aussi très pudiques, oui, avec leurs sentiments, très pudiques avec tout ce qu'on connaît. Ils sont bruts de décoffrage et puis ils communiquent pas beaucoup. Et moi, je suis un homme qui communique pas beaucoup, mais qui fait des efforts. Et donc, j'ai suivi ces 9 mois de grossesse. Et on pourra revenir sur les différentes étapes, parce que là, je vais pas les remémorer aussi rapidement. Mais j'ai tenu à assister à tous les rendez-vous avec la sage-femme, par exemple, depuis le premier jusqu'à celui qui précédait la naissance du petit. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul. Bon, après, c'est variable, hein, ça dépend des groupes, ça dépend de la sage-femme chez qui on va. Mais j'ai fait tous les ateliers de préparation en étant le seul homme représentant de ma caste pendant toute la durée de la préparation. Ça m'étonne pas trop parce que en général, on dit toujours que c'est une histoire de femme, c'est bien resté dans les esprits, même encore aujourd'hui, et c'est bien dommage. Et en plus de ça, de la bouche des femmes qui étaient là, de leur bouche même, les hommes, ils travaillaient parce que du coup, il faut bien ramener la viande à la maison après être venu de la chasse, et puis les hommes ont des choses plus importantes à faire apparemment que de préparer l'accouchement. Mais comme je tombais pas des nues non plus parce qu'on en parle quand même beaucoup. On entend parler souvent de cette charge mentale pour les femmes et du poids de la famille qu'elles supportent quasiment seule. Ça change petit à petit, donc c'est plus vraiment le cas. Il y a beaucoup de gens comme moi maintenant, mais dans une société, il y a beau avoir beaucoup de gens comme moi, il y a encore beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça ou qui ne peuvent pas suivre la maternité. Ça peut exister aussi. Quand madame commence à être en arrêt maternité, c'est ça, qui précède le congé maternité, c'est pas forcément le cas pour monsieur non plus. Moi, il se trouve que je peux arranger mon emploi du temps professionnel ce qui m'a permis de suivre ça. Et ça m'a permis d'être vraiment très présent. Et j'en suis content, je m'en suis aussi rendu... je me suis aussi rendu disponible, donc j'ai fait l'effort. Et c'est vrai qu'il faut, dès le début, s'accrocher au projet. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, quand tu dis s'accrocher au projet, qui a contribué à construire ta position et la position que tu occupes aujourd'hui auprès de ton enfant, auprès de ton fils ? Alors oui,
mais là je vais te dire un secret. Moi aujourd'hui j'ai 40 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans, c'est-à-dire qu'à la naissance de mon premier enfant, j'étais plus ou moins quarantenaire, parce qu'il est né juste avant mon 40e anniversaire. Mais pour te dire la vérité, les hommes et les femmes sont très différents. En tout cas, moi j'ai vécu toute cette grossesse différemment d'Amélie, et là où on se retrouve quand même beaucoup sur notre projet pédagogique, et sur la manière avec laquelle on veut élever cet enfant, c'est vrai qu'on l'a vécu très différemment dans la grossesse. Parce que pendant la grossesse, c'est vous qui portez l'enfant. Et nous, on voit juste une femme qui commence à avoir des lignes qui commencent à être très courbées. Mais comme on est très primaire, on sait, on lit des livres, on regarde des articles, et puis après, il y a la vie, donc on lit pas tout et on regarde pas tout, mais on entend parler les amis, enfin moi surtout que tous mes amis ont déjà eu des enfants. Donc on sait à peu près ce que c'est. Mais pour moi, ça s'est matérialisé. Malgré tout, les ateliers de préparation, ça s'est matérialisé le jour de l'accouchement. Et c'est même pas le jour de l'accouchement, c'est la seconde où j'ai vu le bébé sortir d'Amélie, ma compagne. À ce moment-là précis, c'est comme s'il y avait un nœud temporel. Et tout se matérialise d'un coup. C'est-à-dire qu'avant, évidemment, il y avait un petit fœtus dans le ventre. Il y a une évolution qu'on pouvait constater à l'échographie. On entendait parler du fait qu'au début, c'est une noix, puis ensuite ça devient une pomme, et puis après ça devient une banane, ou je ne sais plus quel fruit on prenait en comparaison. Mais pour moi, le bébé s'est incarné d'un coup. Et même si il était là avant, pour moi, je ne l'ai pas conceptualisé suffisamment pour comprendre ce qui m'arrivait au moment de l'accouchement. C'est-à-dire que c'était un accouchement pour Amélie, évidemment, qui a vécu 1 million de fois pire que moi. Mais pour moi aussi, c'était un accouchement parce qu'il sortait, pour de vrai, il s'est incarné. Et cette incarnation-là, ça a été hyper important parce que je pense que j'ai versé une larme et que ça devait être la première fois depuis longtemps, parce que du coup, comme je suis un bonhomme, comme on dit, tu vois, et puis les sentiments, faut pas trop les montrer, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Et là, ça m'a quand même mis la petite larme. Et j'en ai discuté depuis avec d'autres amis qui sont comme moi, c'est des mâles, tu vois, virils. Et on s'est tous dit, ouais, effectivement, quand le bébé arrive, il y a quelque chose qui se passe chez nous. On commence à s'adoucir un petit peu, et puis on devient on devient une meilleure version de nous-mêmes, je pense. Voilà, pour ce qui est de la préparation, mais on peut y revenir un peu dans les détails, parce que là, je t'ai vraiment brossé en gros 9 mois en 10 minutes à peu près. Mais t'as peut-être des questions particulières. Déjà, c'est intéressant ce que tu évoques, juste qu'on peut faire un petit point sur la naissance, c'est un peu le devenir père en fait. Et est-ce que tu dirais que tu as la sensation d'être devenu un papa à ce moment, au moment où tu as vu ton fils sortir ou naître ? Ouais. Pas avant, ouais, c'est sûr. Avant, j'étais encore un adolescent de 39 ans, et puis après, je suis devenu papa à ce moment-là, et où j'ai pris conscience de tout ce que ça allait représenter. Okay. C'est étonnant, hein. Mais jusqu'au moment où on est allé dans la salle d'accouchement, enfin de bloc, parce que il était par le siège, il est sorti par le siège. Du coup, c'est un accouchement un peu particulier où on s'attend à tout moment à avoir une césarienne. Jusqu'au moment où on est rentré dans le bloc, je me suis dit, bon, il y a quand même une chance qu'on me dise, non mais en fait, le bébé ne vient pas là, on vous l'a livré, il est ici, c'est évident qu'il ne va pas sortir du corps de cette femme, c'est trop compliqué. Et en fait, quand on voit le miracle de la naissance, quand même on se dit, et on parle souvent de la force des femmes, on se dit, waouh, quand même, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot, et c'est vraiment impressionnant de beauté, cette nature. Au moment où ça arrive là, on se dit, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent se mettre en place pour que depuis la nuit des temps, toutes les femmes, et ça c'est valable aussi pour les animaux, mais pour que tout le genre féminin puisse donner la vie. Et c'est magique, c'est même plus que magique, du coup on retrouve des considérations d'ordre spirituel, alors que je suis pas croyant du tout, mais je me dis c'est un miracle, vraiment, incroyable. Et ce miracle-là, en féconde un deuxième, c'est le fait que des adolescents attardés comme moi deviennent après responsables. Et pères, du coup, responsables de leur progéniture et puis de beaucoup de choses. Parce que toi, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie ?
Dans ta perception, quand tu dis j'étais un adolescent... Ah, mais dans ma perception, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, si tu pouvais le décrire pour même des papas qui écouteraient cet épisode et qui sont dans cette période où peut-être leur femme est enceinte et finalement c'est tellement l'inconnu après. Ouais. Quel conseil tu donnerais, toi, pour se préparer au mieux à ce qui s'apprête à vivre ? Le conseil, c'est que... Le conseil principal, quand j'y réfléchis bien, c'est d'écouter quand même sa femme, enfin sa compagne, parce que quand elle dit des choses, il y a quand même une grosse préparation derrière auquel on n'est pas forcément enclin ou habitué. C'est-à-dire que moi, je prépare jamais rien. C'est-à-dire que je prépare pas... le sac pour aller faire les courses, ni mon sac pour faire des voyages, je prépare rien, jamais rien. Et il y avait un vrai décalage entre Amélie qui préparait la venue du petit qu'elle avait en elle depuis 9 mois, et puis moi qui prenais tout à la légère en me disant c'est bon, il y a une maternité, ils vont savoir le job, il y a juste à se laisser faire, j'aurais juste à conduire jusqu'à là-bas, puis c'est tout. Et en fait, non, Amélie qui était qui est très différente de moi sur ce point-là, c'est quelqu'un qui va se projeter énormément et qui va préparer beaucoup, des fois trop, mais avait tout anticipé. C'est-à-dire que elle savait que ça allait être un moment difficile, elle savait que peut-être, comme certaines des femmes qui accouchent, elle allait m'insulter ou que ça allait être compliqué, qu'elle allait pleurer ou ça allait être insupportable. Et elle avait anticipé tout ça avec l'aide du coup de cette préparation à la naissance et à la maternité, en se dotant de plusieurs trucs. Elle avait un sifflet un soufflet, tu connais ? Mm-hmm. Pour pouvoir accoucher, ça c'était quelque chose qui lui a été transmis par la sage-femme. Et puis elle avait toute une panoplie de rituels, d'huile de massage, de trucs pour pouvoir faire passer les contractions, la respiration, faire des bruits, des sons graves, caverneux dans le corps. Elle avait lu tout ce qu'elle pouvait lire et elle se préparait du mieux qu'elle pouvait. Puis moi je lui disais juste t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, ceci dit, ça avait quelque chose de rassurant. Tu vois, quand t'as un ado attardé qui est à côté de toi qui dit mais non, ça va bien se passer, tout ça, tu dis lui doute de rien, ça va, il sera là le jour J et puis ça se passera bien et je pourrais lui crier dessus en fait. Mais ça s'est très bien passé et quand le conseil d'écouter sa femme, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais alors tu vas me dire c'est peut-être un peu débile, tu enlèveras ce passage si tu veux, mais quand j'étais petit, j'avais des lapins. Et mes parents pensaient que les 2 lapins étaient du même sexe. Mais en fait, pas du tout. Du coup, ils ont eu une portée. Et on se connaissait pas du tout, mais on a vu la femelle qui s'arrachait des poils, tu sais, pour faire un nid. Mais on comprenait pas ce que c'était ce signal, parce qu'on pensait tellement que c'était 2 mâles ou 2 femelles qu'il y avait aucun souci. Et elle préparait son nid, et puis nous, chaque fois, on nettoyait les poils, parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de poils, puis elle faisait des poils derrière le canapé, alors du coup, on les enlevait, tout ça. Et un jour, je portais la lapine, parce que je trouvais qu'elle allait un peu mal, puis elle saignait. Et elle a accouché dans mes mains, c'est-à-dire qu'il y a le premier qui est tombé par terre, et ensuite j'ai compris, et je l'ai mise derrière le canapé, où j'ai mis des espèces de papiers journaux, ce que j'ai trouvé pour essayer de faire un nid, et j'ai ramené le petit qui était tombé, je pense qu'il y en avait un qui avait le train arrière qui était mort, donc je pense que c'était lui, et je lui avais ramené le petit, et puis on l'avait laissé tranquille ici. Et j'ai trouvé que j'ai compris l'instinct maternel, avec cette lapine qui attendait ses petits et qui on empêchait désespérément, enfin on empêchait parce qu'on comprenait pas de faire son nid, et je l'avais mis en parallèle parce que à l'époque j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 39, mais je suis pareil dans la tête, tu vois. Et j'ai mis ces 2 choses en parallèle, je me dis oui, en fait une femme est préparée et conditionnée, c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel, ça existe vraiment beaucoup plus conditionné que nous. Donc voilà, faut bien écouter sa femme. Et elle a besoin de l'homme dans ces moments-là. Et l'homme, c'est pas juste un joyeux luron qui est là pour détendre l'atmosphère, c'est aussi quelqu'un qui doit s'impliquer dans la préparation et qui doit se préparer à ça. C'est très très fort. Ce que tu dis, c'est hyper important parce qu'on parle beaucoup, tu vois, aujourd'hui de plus en plus de physiologie de la naissance, physiologie de l'accouchement, et on explique que dans la physiologie de cet accouchement, un des premiers besoins de la femme pour que ça se passe au mieux, cette naissance, et que ça se fasse le plus naturellement possible, c'est la notion de sécurité.
Et la notion de sécurité, elle est énormément incarnée par l'homme, en tout cas par le partenaire, le conjoint, la personne qui va nous accompagner le jour de la naissance. Vous êtes le symbole de vraiment, vous venez incarner la sécurité, la barrière entre l'extérieur et nous, puisque c'est un moment de grande vulnérabilité et tu l'as vécu, t'étais là. Et dans ce grand moment de vulnérabilité où parfois quand on se trouve à la maternité entouré de gens qu'on ne connaît pas, la seule personne référente qui va être à même d'assurer notre sécurité quelque part, ou de nous rassurer, d'être là de façon bienveillante, prévoyante, bah, ça va être son partenaire, son conjoint. Ouais. Et ça se joue énormément dans l'inconscient de la femme. D'ailleurs, il y a plein d'exemples de femmes qui décrivent dans leur naissance un papa qui est pris dans un embouteillage ou qui est en retard, pris dans une réunion. Et ben, l'accouchement va être plus long parce que retardé par la femme, parce que c'est un besoin hyper important de sentir que son partenaire, il est là. Et en effet, il faut un partenaire qui tienne la route, donc qui soit un minimum préparé pour pas paniquer au moindre détail qui pourrait sembler anormal. Et en même temps, il y en a plein ce jour-là. Ouais. Qui sont, même dans, comme tu disais, dans peut-être toi, comment t'as vécu aussi ça, de voir ta femme, tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui parlent de ça un peu parfois avec qui sont un peu traumatisés par ces naissances. Toi, vu que tu t'étais préparée quelque part, t'as eu le temps de peut-être envisager cette naissance. Non. Comment c'était pour toi de voir ta femme dans cet état? Je vais revenir juste un mois avant l'accouchement, parce que un mois avant l'accouchement, donc le fœtus est valide, c'est ça? On dit que on peut accoucher n'importe quand à partir de la fin du 8e mois, c'est ça? Au début du 9e mois, je sais plus exactement. Et je travaillais à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est très loin de Chambéry, du coup. Oui. Amélie m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu rentres, parce que à partir de maintenant, il peut arriver à peu près n'importe quand, même s'il n'y a aucun signe qui le présupposait. Mais elle m'a dit, il faut que tu rentres. Et moi, je dis, bah non, je suis en train de bosser, il faut que je continue. Et puis ça allait pas, parce que du coup, elle voulait absolument que je rentre. Bon, comme je suis quelqu'un de sensé, que je l'écoute, je suis rentré finalement. Et j'ai passé le dernier mois, parce que les 3 dernières semaines, parce qu'il est né un peu avant le terme, me semble-t-il, c'est il y a 5 mois, mais j'ai l'impression que c'est loin maintenant. Et j'ai télétravaillé pendant toute cette période. Et ces signes-là, je les ai écoutés et accueillis quand même, parce que c'est vrai que, comme tu parles de sécurité, c'est vrai que c'est un besoin qui est fort chez vous, enfin en tout cas qui était très fort chez Amélie. Et je l'ai quand même écouté, parce que bon, je suis quelqu'un de bienveillant, et puis de 2, quand on parle, j'écoute un minimum. Et tu parlais de comment est-ce que j'ai vécu le fait qu'Amélie, les jours de l'accouchement, c'est ça, elle se transforme, ou ça soit un peu compliqué, les signes qui font que le bébé arrive et qu'il faut se préparer. Ben, j'en étais toujours pas prêt. J'étais absolument pas prêt. J'étais juste rentré parce qu'elle m'avait dit de rentrer. Et moi, j'attendais le terme sagement. Je me suis dit, bon, elle va naître pendant le terme. Et un soir, j'étais en train de boire des bières. Bon, ça arrive de temps en temps. Mais je m'étais accordé un soir par semaine où j'allais boire. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas arriver le soir où je vais boire des bières. Et évidemment, il arrivait le soir où j'étais en train de boire des bières. Et du coup, Amélie m'appelle, donc je sais pourquoi elle m'appelle. Je rentre en 4e vitesse. Elle avait juste perdu les os, mais elle n'avait pas de contraction encore. Elle était très calme, elle prenait une douche. Et quand je suis arrivé, donc je commençais à faire le sac. J'ai dit, bon, c'est bon, t'as tout préparé, la valise elle est où, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne? Le mec il débarque comme d'habitude, parce que les mecs débarquent toujours quand les femmes ont tout préparé. Et elle me dit, non mais reste tranquille, là j'ai juste perdu les os, j'ai pas encore de contraction, ça veut dire qu'on a un peu de temps, et que d'ici 2 heures je pourrais appeler la maternité pour savoir si, vu qu'il n'y a pas de contraction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, j'ai juste perdu les os entre guillemets. Donc elle maîtrisait très bien son sujet, c'était même elle qui m'avait rassuré sur le coup. Enfin, moi j'étais pas inquiet, j'étais juste en speed, enfin, moi je voulais absolument y aller tout de suite pour que ça se passe bien. Et en fait, c'est elle qui a géré tout son accouchement, quasiment. Tu vois, on est arrivé à la maternité de Chambéry. On a été pris en charge au bout d'1 heure, parce que comme ça, il n'y avait pas de contraction, il n'y avait pas de caractère d'urgence. On nous a placés dans une salle.
il y a une personne qui allait voir si le col était dilaté, pas du tout dilaté, du coup on a encore attendu toute la nuit. Et on est rentré un mercredi soir et le bébé naît vendredi soir. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail de préparation, on attendait les contractions et l'équipe a dit que si jamais les contractions ne venaient pas, on allait les déclencher. Mais jeudi soir, donc 24 heures après, les contractions, des petites contractions qui sont arrivées. Moi, je lui faisais des massages comme ça dans le bas du dos pour essayer de faire venir les choses, tout ça. Et les contractions sont arrivées, ils ont dit, bon, on va pas déclencher, on va attendre. Malheureusement, dans la nuit, les contractions sont reparties. Et ils ont réenclenché les contractions le vendredi matin. Et Achille est né à 18h, il me semble, de mémoire. Donc, c'est 24 heures là qui ont été... 24 heures. Non, c'était 48 heures quasiment de préparation à l'accouchement où on avait perdu les os et puis on se préparait à ce qu'il arrive. Et Amélie avait préparé toute sa valise avec tout ce qu'il fallait. Si ça marchait pas, il fallait faire des massages. Si les massages ne marchaient pas, il fallait, je sais plus, écouter de la musique. Elle s'était acheté un casque pour couper les sons, pour être sûre de ne pas entendre d'autres mamans qui hurlaient à côté. C'était vraiment bien préparé. Et par contre, si tu veux, sur le rôle de père dans une maternité, je m'y suis pas trop retrouvé. En tout cas, là, on aborde un autre sujet. Peut-être que je digresse un peu. Non, pas du tout. C'est hyper intéressant. Depuis le moment où on arrive à la maternité jusqu'au moment où on est sorti, j'ai dû me taper 2 lumbagos et puis je suis tombé malade parce que y a rien pour recevoir les pères en fait. Si, une chaise qui est à côté du lit et quand t'attends 48 heures que le bébé arrive, en fait t'es assis sur un canapé comme ça puis t'es vraiment trop mal dans ta vie. Alors, je sais pas, ça arrive peut-être très souvent qu'une femme arrive toute seule pour accoucher, mais c'est vrai qu'en général il y a un accompagnant donc... ça devrait être quand même un peu mieux fait. La base quand même, ouais. La base, ouais. Donc j'ai vécu 2 jours dans un fauteuil mal comme ça, j'étais vraiment... Parce que en fait, je suis rentré en même temps qu'Amélie à la maternité et je suis sorti en même temps qu'elle. Et entre les deux, je suis pas du tout rentré à la maison, j'ai rien fait d'autre parce que il y avait assez de boulot à faire comme ça pour l'accompagner. Et je pense que j'étais pas trop ni avant, ni pendant, ni après. Et confort vraiment spartiate. Et heureusement que Amélie, parce qu'encore une fois, elle avait tout anticipé, avait pris une chambre dans laquelle il y avait une espèce une chauffeuse, je sais pas comment on appelle ça, un lit dépliant contre la fenêtre, une place complètement inconfortable, mais bref, une chambre où l'homme pouvait accompagner parce que sinon je me serais retrouvé à dormir par terre sûrement. Donc elle avait vraiment elle s'était occupée de tout. Mais je veux revenir sur ta question parce que peut-être que là je pars trop loin. Ta question c'était sur quoi ? C'était justement sur toi, comment tu as vécu cette naissance en tant que père et en tant que conjoint, surtout dans, tu vois, c'est un moment hyper intense où la femme elle est, je sais pas, Amélie elle a une péridurale ou comment ça s'est... Attends, rappelle-moi, péridurale c'est l'injection qu'on te fait là ? Ouais. Oui. Donc tout ça, même toi, est-ce que tu étais alors à voir ça ? je vais te parler du projet de naissance. Oui. Parce que le projet de naissance, si c'était que moi, j'aurais pas fait de projet de naissance, je serais arrivé, j'aurais dit faites ce que vous voulez. Sauf que Amélie est vachement plus renseignée que moi, mais intelligente, puis elle se projette dans l'avenir, donc elle avait entendu parler de ce projet de naissance, et puis elle voulait faire un accouchement un peu nature, autant que faire se peut, parce que des fois il y a ce que tu veux faire, puis après il y a la réalité. D'ailleurs, la réalité est venue contrecarrer complètement ces plans, mais on est tombé sur une équipe médicale qui était sympa et qui expliquait tout, donc pas de problème. On arrive à la maternité, elle donne son projet de naissance, donc un accouchement en salle nature, pas de péridurale si possible, le moins d'injections de produits dans le corps. D'ocytocine de synthèse. Voilà, un accouchement le plus naturel possible. Malheureusement, comme le bébé était en siège, elle a dû quand même avoir une péridurale, c'est ça que tu m'as dit ? Exactement. Péridurale, parce qu'ils ont dit le risque c'est si jamais il y a un problème, c'était anesthésie générale. Parce que du coup pour lui faire une césarienne, il fallait bien que l'anesthésie. Donc elle a préféré prendre la péridurale. Et elle a quand même attendu d'être à 6,5 ou 7 à l'ouverture de son col, donc après pas mal de contractions, pour finalement l'accepter. Et qu'on lui injecte ça.
Ce qui est courageux, parce que quand c'est en fait, quand on déclenche, donc elle a reçu de l'ocytocine de synthèse, c'est des hormones de synthèse qui déclenchent les contractions. Ouais. Et c'est prouvé que les contractions déclenchées sont beaucoup plus violentes que quand elles sont naturelles. Donc de tenir sans péridurale avec justement des hormones de synthèse, c'est très fort, parce que souvent les contractions, elles sont quasi intenables. Ouais, bah ça a duré pas mal de temps. C'était parce qu'ils ont fait l'injection. C'est une injection, ou non, c'est des cachets. C'est des cachets qu'ils ont donnés. Ouais. Il y a deux, c'est soit tu mets un tampon, soit tu prends un cachet, exactement. C'est ça. Donc on lui a donné des cachets. Et à 6h du matin, je crois. Et elle a commencé à avoir des contractions assez rapidement. Et toute la matinée, elle avait des contractions. Alors c'était un moment qui était un peu éprouvant, surtout pour elle, parce que nous, on peut rien. Là, t'es vraiment puissant. Enfin, toi, c'est comme ça que tu t'es senti impuissant? Non, je me suis, oui, impuissant parce que je pouvais rien faire à l'intérieur, je pouvais pas, mais je pouvais soulager un petit peu sa douleur. Ça, c'est important. Et elle accueillait la contraction debout, appuyée sur le mur, tu sais, en faisant un son grave, tu sais, pour que ça résonne un peu, tout ça. Et moi, chaque fois qu'il y avait une contraction qui avait, elle m'avait dit de lui masser le bas du dos comme ça. Donc elle me disait quand il y a une contraction, et moi je la massais un petit peu, comme ça, fort, pour qu'elle sente pas trop la douleur interne, mais plutôt un peu une pression assez soutenue à l'extérieur. Et on a passé comme ça 3-4 heures, je sais plus, à ce qu'elle... avec une personne qui venait vérifier l'ouverture à chaque fois. Et elle est arrivée, 6h30 ou 7, je ne sais plus, avant qu'on aille en salle d'accouchement, où là, on lui a injecté la péridurale. Et après, ça allait un petit peu mieux. La péridurale, elle est que d'un côté, donc elle avait encore les contractions de l'autre côté. C'était quand même pas top, mais comme elle était allongée, qu'elle pouvait plus trop bouger les jambes, je pouvais plus faire grand-chose. Et voilà. Et ensuite, on a attendu de 2h jusqu'à 5h, je crois, quelque chose comme ça, parce que je vois que la péridurale, elle ralentit un petit peu le travail de l'ouverture. Et finalement, vers 17h de mémoire, comme ça a été ouverte à 10. Tout était prêt. En une demi-seconde, allez, on y va, monsieur, on va en salle de bloc, mettez votre tenue. Je me suis retrouvé dans un épisode d'urgence avec la magnifique combinaison bleue et les surchaussures, les sabots, tout ça. Et la Charlotte, surtout. Ah, très important. Et on s'est retrouvé en salle de bloc avec 8 personnes. Alors, je sais plus, l'anesthésiste, je sais même plus qui y avait. Mais on était 8 parce que en cas de césarienne, il fallait que tout le monde soit présent. Si le bébé était commencé à sortir et que la tête sortait pas, j'imagine qu'il y aurait eu beaucoup de travail et d'urgence à faire ça. Et Amélie s'est retrouvée à pousser pendant à peu près 3/4 d'heure. Et ça sortait pas trop, tu vois. Ou une demi-heure, ça sortait pas trop. Ensuite, le docteur... Alors, la personne qui fait accoucher, c'est... l'obstétricien. L'obstétricien, qui est accompagné d'une personne qui était sûrement obstétricienne aussi, mais peut-être en formation, parce qu'à la fin, quand ça chauffait un peu, il a pris sa place. Donc, je pense que... Voilà. Il faisait sortir, puis il disait bon, alors madame, je suis pas pour l'épisiotomie, j'ai bien lu votre projet de naissance, mais quand même là votre périnée à un endroit n'est pas assez souple et on voit bien que ça pourrait passer, mais ça ne passe pas. Est-ce que vous voulez pas tenter une épisiotomie? Et Amélie a dit contraction. Elle a encore essayé 2 contractions de l'expulser avant de dire bon, ok, là il y a pas le choix, mais là, parce qu'il insistait, parce que là j'insiste, donc on sentait que dans lui il y avait un petit caractère d'urgence quand même, ou en tout cas il a dit vous allez vous fatiguer, là ça fait déjà 3/4 d'heure que vous poussez, on en est, je sais même plus ce qu'on avait sorti ou pas. Moi je suis resté du côté d'Amélie. Ok. Je suis une chuchote, j'aime pas trop voir ces trucs. Donc voilà, je suis resté là, je savais pas, il y a peut-être 1 ou 2 jambes qui sortaient, je sais plus exactement. Épisio. Contraction, c'est sorti. En tout cas, les 2 pieds et les 2 jambes étaient sortis, comme il était à l'envers. Et il restait plus que la tête à expulser. C'est là où j'ai vu ce petit corps sans la tête. Et en dernier recours, donc l'obstétricien a pris les choses en main et apparemment il a mis un doigt dans la bouche pour pouvoir tirer la tête. Ça se pratique, ça. Et j'ai vu donc l'expulsion finale, et puis il a posé sur le ventre d'Amélie, et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait il y avait vraiment
un bébé dans ce ventre-là, c'était vrai, c'est bien sorti comme on a lu dans les manuels de sciences des vies de la Terre depuis les cours d'SVT disaient vrai. Ça marche, les vidéos, c'était bien exactement ce qui s'est passé. Donc ouais, j'ai vécu un vrai accouchement et le bébé était posé là. Donc il a fallu l'aspirer un peu parce que comme il était né comme ça, il avait aspiré un peu de je sais pas quoi, liquide. Et ils l'ont embarqué 1 minute, pas plus. Et ensuite, ils sont revenus le poser sur le ventre d'Amélie avec quelques serviettes chaudes, parce que comme on était en bloc, il faisait 15 degrés, je crois. Et voilà, il était là. Le problème, c'est qu'Amélie pouvait pas le voir parce qu'il était vraiment la tête sous son menton. Elle me disait, il est beau, je fais, ouais, je crois qu'il est pas mal, ouais. Et là, c'est le moment dont je parlais tout à l'heure où tu prends conscience que ça arrive, que c'est ton bébé, que toi, t'es papa, et que, voilà, c'est la fin de la récréation. Les choses sérieuses vont commencer. Et ça commence tout de suite dès l'entrée en salle en maternité. Parce que dès les premiers soins, dès qu'on l'habille pour la première fois, qu'on lui met la couche, et ben en fait, il y a du travail pour tout le monde, enfin pour tous les deux. Dans un couple, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc, première nuit où il s'est réveillé plusieurs fois, donc c'est moi qui me levais, parce que bon, Amélie, épisio, elle est allongée, elle a déjà assez souffert, et puis c'est moi qui allais chercher le petit pour essayer de le bercer un petit peu, de le calmer, puis ensuite l'emmener au sein. Et du coup, on est resté si je calcule bien, samedi, dimanche, lundi et mardi, donc 4 jours, et où on est resté ensemble. C'est là où j'ai pris froid, parce que du coup, j'étais juste sous la fenêtre, dans un petit lit comme ça, avec un petit truc, et puis les femmes, enfin, c'est pas des femmes de ménage, les femmes d'entretien qui arrivaient le matin en disant « Monsieur, faut replier le lit avant 9h, parce que... » voilà. Comme si il y avait que madame qui s'était réveillée la nuit pour s'occuper du petit. J'étais bien dégoûté par ce sort tragique qui m'est arrivé, mais bon, j'ai rien dit. Ouais, aucune considération pour les papas, quoi. Bah, j'ai trouvé qu'on était quand même... Enfin, que j'étais un peu maltraité, quand même. Mais bon, après, je me dis qu'il y a peut-être des mauvais exemples de papas qui sont peut-être passés par là avant, ou tout ça. Mais en tout cas, j'ai bien fait mon job. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été utile. Là où j'étais. S'il y a quelque chose... Si t'avais un deuxième enfant, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? Moi, je pense que quand t'as eu un premier enfant, bon, après, il y a tous les accidents que tu peux avoir, mais t'as fait une fois que t'as conceptualisé l'enfant, le terme d'enfant, tu vois, je pense que pour un homme, c'est plus facile le deuxième, parce que tu vas aussi te préparer, en fait. T'as pris t'as pris le tarif à la première naissance, où tu prends conscience de tout, puis après, ça t'aide, mais même dans la vie de tous les jours, j'imagine. J'en sors grandi. Je pense que avec un deuxième enfant, j'accompagnerai toujours Amélie aux différents rendez-vous, mais en plus, je l'aiderai à préparer la valise, le projet de naissance et tout ça. Pour te préparer toi aussi ? Je pense que je serai prêt la deuxième fois. Hein. Ouais. Mais la grosse différence, c'est qu'il y aura un autre enfant à s'occuper. Un aîné, ouais. Ouais, un aîné. Pendant l'accouchement, enfin pendant la naissance et tout ça. C'est vrai que là, on était que 2, on est devenu 3, mais quand on passe de 3 à 4, c'est autre chose. Et heureusement qu'il y a le premier avant le deuxième. C'est n'importe quoi ce que je dis, parce que, évidemment, que le deuxième n'arrive pas avant le premier. Voilà. T'avais une autre question ? Bah écoute, non. Je te remercie pour ton échange, ton partage, pour tout ce que tu as partagé, pour le témoignage qui va sans doute servir pour plein de papas qui peut-être se sont même pas préparés et savent même pas ce que c'est un projet de naissance. Ah ouais, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Faut s'intéresser avant pour tomber d'un peu moins haut. Non, attends, je vais rajouter un truc, c'était... Ah ouais, il y a 2 choses que je ne comprends pas. Je comprends pas comment les papas ne peuvent pas être présents sur toute la longueur de l'accouchement et après jusqu'à la sortie de la maternité, mais il y en a sûrement qui ont des boulots. Tu veux dire, je comprends pas pourquoi les papas d'eux-mêmes ne s'intègrent pas plus dans ce processus. Mais après, je pense que la réponse est peut-être du côté professionnel. Mais bon, quand t'as ton premier enfant, au moins, faut laisser le boulot de côté. Et la deuxième chose, je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle une maternité. Aujourd'hui, ça devrait s'appeler une parentalité. Ou, comme tu disais tout à l'heure, t'as dit qu'il y a des maisons de naissance. N'importe quel autre terme que maternité, parce que c'est excluant, tu vois.
Je veux pas faire mon homme indigné. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais dès le moment où tu vas dans une maternité, c'est-à-dire que tu vas faire qu'à des mamans. Et c'est faux. Et c'est faux. Enfin, c'est encore vrai aujourd'hui, mais il faut que ça change et que ça ne s'appelle plus des maternités, des parentalités, des maisons de naissance, n'importe quoi, des maisons du bébé ou des parents ou n'importe quoi, mais qu'on comprenne qu'on inclut vraiment le la père dans famille tout ça. en fait. Et puis, il faudrait même montrer du doigt les papas qui sont pas là. En fait, il faudrait faire faudrait avoir des chambres avec des lits doubles. Parce que, il faut accueillir aussi les papas. Ouais, mais c'est une urgence. T'as tout à fait raison dans ce que tu dis. Ça devient urgent d'accueillir les papas. Et je suis quasiment convaincue que aussi dans le bien-être du couple et de la famille en devenir, c'est hyper important. Parce que un papa, dans la façon dont il va prendre soin de son enfant, dans le lien qui est créé à ce moment-là de la naissance, c'est quelque chose que tu peux difficilement remplacer. Il y a quelque chose de très fort qui se joue là, que tu as témoigné. Là, surtout sur les premiers gestes qu'on va te demander de faire sur le bébé. Donc, comment on change la couche, comment est-ce qu'on lui nettoie le nez, les yeux. Tout ce travail-là qu'on fait, un travail formidable que font les sages-femmes et puis les soignantes qui sont dans les maternités, c'est un apprentissage sur la parentalité. Mais ça conditionne après le retour à la maison. Parce que s'il n'y a que la femme, la maman qui a appris ça, c'est vrai que le père est démuni et quand il ne sait pas quoi faire, il va reporter sur sa compagne. Et c'est vrai que apprendre aussi ces gestes-là, c'est s'impliquer plus par la suite. Bien sûr. Mais après, encore une fois, je jette pas la pierre à tous les papas qui sont pas là, parce qu'il y a sûrement des raisons qui font parce que c'est intéressant d'avoir un enfant. Donc je me dis, s'il y a certains papas qui sont pas là, c'est pas forcément du désintérêt. C'est aussi, je pense que pour au moins la moitié, c'est pas un choix, c'est une obligation professionnelle ou autre. Par exemple, c'est pas tous des premiers enfants qui naissent, donc si jamais il y a un deuxième enfant qui est déjà là, faut s'en occuper. Il y a pas forcément les parents ou les beaux-parents qui sont sur place, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Mais au moins pour le premier, il faut être là. Là, je suis intransigeant là-dessus, si. Super, merci beaucoup Christophe. Merci de m'avoir écouté.